Et ça y est, elle est enfin disponible. La synthèse du rapport Biomimétisme et énergie est en ligne sur le site du CEBIOS. Donc pour rappel, c'est un rapport qui a été commandité par RTE et rédigé en grande partie par Elliot Graeff et Félix Gagen, donc qui est disponible sur le site du CEBIOS, onglet ressources en ligne. Et le rapport complet qui sera disponible sur l'espace abonné sera disponible également très bientôt. Le biomimétisme est le titre d'une note scientifique de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Donc je vous remets le lien dans le chat si vous voulez aller jeter un œil. Ouais, go. Ouais, non. On voyait plus ton écran. C'est normal, j'ai fini les actus, c'était très rapide. Okay. Sauf si vous avez des choses à ajouter côté CEBIOS. Non, mais moi je voulais juste dire que c'était un super honneur d'accueillir Alexandre Modin aujourd'hui. Parce que Alexandre a des travaux extrêmement intéressants. Je pense, là, il y a un petit micro. Ah, c'est bon. Extrêmement intéressant, à mon avis, qui pourrait vraiment questionner aussi nos approches sur nos propres techniques et sur nos propres structures et organisations. Donc, c'est un honneur de l'accueillir aujourd'hui et de voir, de commencer les échanges avec les. J'espère que ça promet en tout cas d'autres échanges à venir. Et c'est une première brique qu'on pose aujourd'hui. Alexandre, toi là-bas. Sauf si Juliette, tu avais encore des sujets à aborder avant de partir. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup Hugo. Merci beaucoup pour cette invitation. J'espère que vous m'entendez correctement. Et ben oui, je suis ravi d'être là pour cette présentation. Je vais essayer effectivement de parler de quelques-uns de nos travaux, et puis ça pourrait être intéressant de voir comment ça peut s'articuler à ce que vous faites. Donc je vais me présenter peut-être rapidement, et puis ensuite je vais enchaîner avec ma présentation de mon intervention. Donc moi je suis Alexandre Monin, je suis philosophe. J'ai fait une thèse sur l'architecture et la philosophie du web il y a une quinzaine d'années. J'ai commencé il y a une quinzaine d'années ma thèse. J'ai soutenu en 2013, donc il y a bientôt 10 ans. Et j'avais travaillé pendant pas mal. J'ai travaillé donc pendant pas mal d'années, pendant 15 ans, on va dire ça, sur le numérique, avant de m'orienter plutôt vers des questions liées à l'anthropocène à partir de 2015, on va dire ça comme ça, peut-être même un petit peu avant. J'ai travaillé à l'Institut de recherche et d'innovation du Centre Pompidou. J'ai été chercheur chez INRIA pendant 3 ans. Donc INRIA, je ne sais pas si tout le monde connaît ici, qui est le centre de recherche en informatique publique en France, donc de 2014 à 2017. J'en ai démissionné. Et j'ai rejoint mon camarade Diego Landivar à l'école de management de Clermont-Ferrand, à l'ESC Clermont, et surtout chez Origence Media Lab, qui est dont je suis devenu directeur de la recherche. Et Origence Media, pour en dire 2 mots, c'est un laboratoire de recherche indépendant qui a la forme aujourd'hui d'une association, mais qui est issu d'un projet du CNRS et d'autres universités, entièrement dédié aux questions liées à l'anthropocène, aux crises écologiques, et qui regroupe des sociologues, des philosophes, des anthropologues, des designers, des artistes, etc., qui compte aujourd'hui à peu près une dizaine de membres. Et on avait monté, c'est directement lié avec le sujet que je vais aborder aujourd'hui, une initiative
en 2017 qui s'appelle l'initiative Closing Worlds et qui était justement un programme pour l'Anthropocène dont je vais présenter un petit peu la matière ce matin et qui a donné lieu ensuite au montage d'une formation qui est un Master of Science qu'on a monté avec mon collègue également Emmanuel Bonnet et qui s'intitule Stratégie et design pour l'Anthropocène, dont je suis aujourd'hui le directeur et qui forme à la redirection écologique, dont je vais parler dans quelques instants, qui est une formation qui a ouvert ses portes il y a un peu plus d'un an, puisque nous accueillons depuis le mois d'octobre dernier la deuxième promotion de cette formation. Donc je vais dire quelques mots de ce programme Closing Worlds et puis de la redirection écologique en général, en signalant également une publication liée à tout ça, puisque au mois de mai dernier, nous avons publié un ouvrage qui s'intitule Héritage et fermeture, une écologie du démantèlement, aux éditions Divergence, à la fin du mois de mai dernier, et qui est un petit peu on va dire, la synthèse théorique. C'est un petit livre de 170 pages qui est un petit peu la synthèse théorique de nos travaux. Et peut-être pour le dire aussi avant de commencer, on n'a pas rédigé ce programme théorique avant d'avoir travaillé concrètement à toutes ces actions, mais on a plutôt, depuis 2017, travaillé à ces actions, lancé une formation et développé des travaux et des initiatives concrètes sur lesquelles j'aurai l'occasion de revenir avant de publier ce livre. Donc le livre venait plutôt témoigner de ce parcours et des fondements un petit peu intellectuels et théoriques de tout ça, plus qu'il n'était un livre programmatique en disant voilà, on pose des choses et puis peut-être qu'un jour on les fera. On a plutôt fait les choses dans le sens contraire. Je le dis parce que ça a son importance pour moi. Alors, je vais revenir un petit peu sur commencer peut-être par le titre du livre finalement, héritage et fermeture, et commencer par la notion d'héritage. Qu'est-ce qu'on entend par héritage? Ce qu'on entend en fait par cette notion-là, c'est le fait que, et c'était un petit peu le point de départ de l'initiative Closing Worlds, c'est qu'on peut critiquer un certain nombre de réalités. Pour autant, elles sont là et la plupart du temps, la critique, finalement, ne fait pas disparaître les réalités qu'elle critique. Donc il y a toute une industrie de la critique du capitalisme qui n'a pas fait spécialement disparaître le capitalisme, par exemple, mais on pourrait évidemment multiplier les exemples à l'envi. Et donc il y a un enjeu à se dire que, j'allais dire que, un petit peu comme on parlait il y a quelques décennies, la critique ne casse pas forcément des briques. En tout cas, il y a un enjeu à repenser la critique, à repenser sa position critique et à se dire que parmi les réalités que l'on va critiquer, eh bien, de fait, certaines s'imposent à nous et on va finalement hériter d'un certain nombre de ces réalités. Et la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va en faire. Et là, pour le coup, la réponse peut être éventuellement fermer un certain nombre de ces réalités, démanteler un certain nombre de ces réalités, mais dans un premier temps, il s'agit quand même d'en hériter avant de déterminer ce que l'on peut et ce que l'on va en faire et comment et par quels moyens, y compris politiques, démocratiques et techniques. Et donc cette question finalement de l'héritage, pour nous, elle se pose à partir du moment où on se rend compte que l'enjeu, c'est peut-être là où ça fait le lien avec aussi ce que vous faites, que ça décale un petit peu les choses, mais de manière complémentaire. Il y a un enjeu, effectivement, aujourd'hui, on voit beaucoup de travaux autour du vivant et de ce qu'on a appelé, nous, une écologie un peu connexionniste, donc en disant qu'il faut apprendre à se reconnecter au vivant pour mieux appréhender un certain nombre de choses, y compris notre position peut-être dans le monde, ce qui est tout à fait vrai, et je vais y revenir d'ailleurs dans quelques instants. Mais il y a aussi un enjeu peut-être à savoir comment, on ne vit pas que dans la nature finalement, on vit aussi dans la technosphère, donc cette notion qui regroupe un petit peu tout ce qui a été construit, tout ce qui a été déployé comme infrastructure depuis notamment la modernité, et tout ce dont on est et tout ce dont finalement les populations sont aujourd'hui dépendantes au même titre souvent que la nature. C'est-à-dire qu'il y a une dépendance effectivement
à la nature, ou ce que Bruno Latour appelle, par exemple, le terrestre, mais il n'y a pas que le terrestre. Hein. On peut dire que finalement, la technosphère, c'est une manière finalement de s'appuyer sur un certain nombre de techniques, d'infrastructures, de technologies pour augmenter considérablement la capacité de charge sur Terre, mais avec des moyens qui ne permettent pas forcément de maintenir l'existant. Et donc, qu'est-ce qu'on fait finalement dans cette situation? Qu'est-ce qu'on fait dans une situation où on est, et c'est une formule que j'aime bien, dépendant à très court terme de ce qui menace notre existence à moyen terme, et donc dépendant de ces infrastructures, de ces modèles, de ces technologies dans lesquelles nous sommes pris, qu'en même temps on ne peut pas maintenir, mais auxquelles on ne peut pas non plus renoncer d'un claquement de doigts. On ne peut pas y renoncer à un claquement de doigts pour des raisons liées à ce que je disais tout à l'heure sur la critique, qui a des vertus limitées en termes d'effectivité, mais pour des raisons également de dépendance grandissante des populations vis-à-vis de ces infrastructures, mais aussi vis-à-vis de modèles qui sont des modèles économiques, des modèles managériaux, etc. etc. Ça peut être aussi, je parle d'infrastructures, mais ça peut être aussi les supply chains, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit évidemment de façon très très visible depuis la crise du Covid. Donc comment est-ce qu'on trouve finalement à emprunter une ligne de crête entre justement cette dépendance immédiate à ce qui menace notre existence si on le maintient, si on le prolonge à moyen terme. Donc voilà, c'est un petit peu ça, je dirais, un des enjeux. Et donc c'est aussi cette idée de notre côté de ce qu'on appelle la redirection écologique, un petit peu le commun qu'on a essayé de bâtir autour de notre programme. En disant qu'il y a aujourd'hui, par exemple, alors qu'on ne pourra pas tout maintenir, c'est peut-être l'élément premier, c'est-à-dire que contrairement à d'autres approches comme la RSE, le développement durable, la croissance verte, évidemment, la redirection écologique considère qu'il ne sera pas possible de tout maintenir à l'avenir. Donc il ne s'agit pas simplement de rendre plus efficientes nos infrastructures, plus efficients nos modèles. Il s'agit aussi de se rendre compte que des arbitrages devront être effectués, que tout ne pourra pas être maintenu. Et donc la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour ne pas tout maintenir? Donc il ne s'agit pas d'essayer de rendre plus vertueux, on va dire, l'existant. Il ne s'agit pas de s'inscrire dans des paradigmes qui vont être ceux du découplage, même s'il y a un découplage partiel, mais il n'y a pas de découplage absolu, donc de toute façon, on n'y arrivera pas, si c'est ça qu'il faut poser. Il ne s'agit pas non plus de s'inscrire dans des paradigmes qui sont ceux de la compensation, par exemple, de l'efficience augmentée avec le problème des effets rebonds. Il s'agit de se dire que non, on ne pourra pas tout maintenir, et donc, il faut se poser la question effectivement de la fermeture, il faut se poser la question du démantèlement, de l'atterrissage, de la désaffectation, réaffectation, quel que soit le terme qu'on veuille employer. Et donc basculer aussi d'une conception centrée autour de l'innovation, mais aussi peut-être de ces compléments aujourd'hui ou de ces alternatives que sont la maintenance ou la réparation, qui sont aujourd'hui des thématiques assez développées, notamment par les sciences sociales, avec les repair studies ou les maintenance studies comme alternative finalement au grand paradigme de l'innovation. Mais il faut se dire qu'il faut aller regarder aussi les pratiques de fermeture, ce que nous appelons nous les arts de la fermeture, et qui pour le coup ont été beaucoup moins étudiés, que ce soit d'ailleurs par les sciences sociales ou que ce soit qu'ils aient été aussi beaucoup moins valorisés dans les milieux professionnels ou autres. Donc il y a aussi cette question de regarder les pratiques existantes de fermeture, et il y en a, que ce soit je sais pas, un liquidateur judiciaire ou les gens qui sont occupés des centrales nucléaires à Tchernobyl ou qui tous les jours s'occupent finalement de fermer proprement un certain nombre de choses, parce que j'y reviendrai, si j'y reviens pas, je vous invite à me poser la question entre la différence entre la bonne et la mauvaise fermeture. On ne promeut pas ici une fermeture évidemment néolibérale, mais une fermeture qui prend en compte justement tous les liens de dépendance vis-à-vis de ce qui doit être fermé, pour essayer justement de pratiquer une bonne fermeture, une fermeture qui ne crée pas plus de dommages que le maintien justement de ce qui est fermé. Donc, je parlais d'arbitrage à l'instant. Ça veut dire que des arbitrages seront et sont
dès aujourd'hui nécessaire. Or, si on regarde un petit peu la situation actuelle, alors, crise du Covid aidant, on se rend compte qu'en fait, il y a d'ores et déjà de très nombreux arbitrages de par le monde. La question des arbitrages est finalement pas une question si extraordinaire que ça, même si c'est pas la même chose évidemment de la thématiser, de la poser comme étant une question centrale. Mais un des enjeux, c'est plutôt de se dire que oui, il y a aujourd'hui des arbitrages, mais la plupart des arbitrages auxquels on assiste sont des arbitrages qui ne sont pas forcément planifiés, qui ne sont pas forcément démocratiques et qui ne prennent pas forcément en compte justement les conséquences sur les populations affectées. Et évidemment, l'enjeu aujourd'hui, c'est de basculer vers des arbitrages qui vont être justement anticipés, planifiés, démocratiques et qui vont prendre en compte justement les conséquences sur les populations affectées par les arbitrages ou qui vont même peut-être être pris en charge par ces populations elles-mêmes. Donc c'est ça aussi l'enjeu aujourd'hui. Je vais prendre un exemple récent qui était à Taïwan, où à un moment donné, pour maintenir ou soutenir plutôt les deux, l'industrie des semi-conducteurs, a été pris la décision à un moment donné d'utiliser l'eau qu'utilisent les populations locales pour vivre, pour justement la basculer vers le fonctionnement de cette industrie et non plus vers les populations. Alors, c'est pas quelque chose qui a été maintenu très très longtemps, mais il y a eu des nouvelles en ce sens, et donc là on voit bien un arbitrage non planifié, très autoritaire, brutal, parce que priver les populations d'eau, d'accès à l'eau, même si c'est certaines heures par jour, évidemment, ça n'est pas sans conséquence. Donc voilà, ça illustre un petit peu justement un certain nombre d'arbitrages qui sont liés là à une crise, je n'ose plus dire ponctuelle, mais qui vont sans doute se multiplier à l'avenir et qui, quand on regarde la situation, en fait, on trouve des exemples un petit peu partout, donc qui doivent aussi nous faire réfléchir. Alors, par rapport à ça, j'ai moi-même développé une notion qui est la notion de commun négatif pour essayer justement de penser cet héritage lié à l'Anthropocène et de formuler la chose à travers cette notion. Alors, vous connaissez évidemment, j'imagine, toutes et tous la notion de commun, donc je vais y revenir simplement très, très rapidement, donc, qui a été notamment revivifiée, si je puis dire, par Elinor Ostrom, prix Nobel d'économie, mais elle-même politiste, il y a quelques années. On caractérise volontiers la notion de commun à travers ce triptyque, qui est lui-même critiquable, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus ce matin, entre une ressource, une communauté et des règles de gouvernance, un commun étant finalement une ressource gérée par une communauté qui se donne à elle-même des règles démocratiques pour le faire. C'est comme ça, grosso modo, qu'on caractérise volontiers la notion de commun. Il y aurait plein de choses à critiquer dans cette notion, notamment la taille de la communauté et la définition de la communauté, la notion de gestion et la notion de ressources, mais je ne vais pas forcément développer ces points ici. À partir de 2017, je me suis posé la question de ce que devenaient les communs dans l'Anthropocène, notamment parce qu'il y avait un certain enthousiasme autour de la notion et parce que je suis moi-même contributeur à certains lieux où l'on fabrique des communs, notamment la mine à Villeurbanne, depuis quelques années maintenant. Et donc, il y avait notamment eu, quelques années plus tôt, la sortie d'un livre de Michel Bowens, préfacé par Bernard Stiegler, qui m'a mis un petit peu la puce à l'oreille, puisque ce livre était intitulé « Sauver le monde » et qu'on comprenait que les communs allaient servir à sauver le monde, ce qui me semblait un énoncé alors à la fois sympathique sur le fond, mais en même temps peut-être un petit peu, c'était mettre beaucoup de poids finalement sur les épaules des commoneurs, des gens qui fabriquent des communs.
Et donc, j'ai essayé de repenser les communs un petit peu autrement, et notamment en constatant que peut-être qu'aujourd'hui, il fallait non pas penser, alors même s'il faut toujours penser les communs, et notamment dans leur dimension conflictuelle, comment on arrache le commun à la propriété privée et parfois à la propriété publique, comment on refait du commun, mais plutôt d'essayer de penser, je dirais, les communs de l'Anthropocène, et donc de quoi nous allons justement hériter demain. La question étant moins d'éviter l'appropriation des communs justement par la propriété privée ou la propriété publique, leur accaparement finalement, que la question de savoir qui va s'occuper finalement des communs de demain. Certains de ces communs ayant d'ailleurs une esthétique qui est typique de celle de l'Anthropocène. Donc c'est ce que j'appelle moi dans le livre des ruines ruinées, c'est-à-dire des rivières sans poissons, des sols pollués, des infrastructures en déshérence, ce genre de choses. Finalement, des réalités qui vont se multiplier, qui existent déjà, qui vont d'une certaine façon s'imposer à nous. Et la question étant de savoir qui prend en charge ces réalités-là. C'est un point assez important, je ne vais pas forcément développer ici, mais il y a derrière cette notion de commun négatif toute une critique de la notion très économiciste des externalités négatives. L'idée n'étant pas de se dire qu'il appartient aux communautés qui vivent avec ces communs négatifs d'en hériter et de s'en occuper, de se débrouiller toutes seules, ce qui correspondrait à un certain paradigme de la résilience comme doctrine de la gestion de crise aujourd'hui. Finalement, c'est aux populations elles-mêmes qui vivent les crises, comme c'était un peu le cas à Fukushima, de s'occuper finalement de leur lieu de vie dévasté, et voilà, de développer finalement de nouvelles innovations sociales pour s'en sortir, avec une forme comme ça d'empowerment, mais qui frise l'abandon des populations. Donc il y a pas mal de critiques autour de ça aujourd'hui, je peux vous y renvoyer, notamment un bon livre de Soraya Boutia et Nathalie Jass, c'est le titre, Gouverner dans un monde toxique, et évidemment le livre récent de Thierry Hébault, Contre la résilience, mais je renvoie aussi à tous les travaux qui existent depuis maintenant au moins une quinzaine d'années dans le monde anglo-saxon, notamment de David Chandler, autour de la résilience, qui sont assez intéressants pour éclairer cette notion. Donc l'idée, non, n'est pas celle-là, mais plutôt de savoir comment est-ce qu'on refait de la politique autour de ces réalités dont ces populations héritent, non pas pour les cantonner à la gestion de ces réalités, mais au contraire pour redéfinir l'espace politique qui est celui de ces territoires, et qui implique évidemment d'autres acteurs, y compris les acteurs responsables des causes finalement de ces catastrophes, ou parfois ce ne sont pas toujours des catastrophes ponctuelles, mais de la dégradation endémique de ces conditions, des conditions d'habitabilité de ces territoires. Oui, bien sûr, je pourrais redonner je vois dans la question des éléments bibliographiques. Donc voilà, c'est juste pour préciser ce point-là. Donc ça, c'est la question finalement des communs négatifs sous l'angle de ce que j'appelle donc des ruines ruinées, mais il m'est apparu qu'il y avait aussi un autre angle qui était important, ce que j'appelle moi des ruines ruineuses, et c'est-à-dire là pour le coup des ruines qui n'ont pas l'apparence de ruines, qui en fait sont plutôt bien des éléments de la technosphère, des éléments high-tech, rutilants, mais qui justement, du fait de leur mode de fonctionnement, du fait de leur fondation, ne sont plus adaptés à la période que nous savons être la nôtre. Et c'est ici qu'intervient une notion, je pense, qui pourrait être intéressante particulièrement pour vous, qui est la notion développée par un physicien français qui s'appelle José Alloy, une notion que je trouve particulièrement intéressante, qui est la notion de technologie zombie, plus exactement la différence entre technologie vivante et technologie zombie. Pour le dire très vite, qu'est-ce qu'une technologie zombie selon José Alloy? Eh bien, c'est une technologie qui s'appuie sur des ressources finies, sur des stocks,
Donc, ils posent la question de leur disponibilité à terme. C'est une technologie qui a une durée de vie minimum à l'état de fonctionnement pour des raisons d'obsolescence programmée ou non, et qui a en revanche une durée de vie maximum à l'état de déchet, notamment parce que les éléments dont se composent ces technologies eh bien, ne sont pas issus du vivant, ne rentrent pas tout simplement dans les grands cycles biogéochimiques, ce qui est évidemment, nous, notre cas, par opposition aux technologies qu'il appelle, lui, vivantes, qui s'appuient sur des renouvelables, donc qui renvoient une idée de durabilité forte, qui aurait un fonctionnement maximum à l'état de marche et à possibilité évidemment de réparabilité, etc. Donc ça renvoie aussi à d'autres conceptions de la technologie et qui aurait par contre une durée de vie minimum à l'état de déchet. Pourquoi José Aloi parle de technologie zombie? Eh bien, dans la mesure où les technologies zombies, par opposition aux technologies vivantes, comme j'indiquais, n'étant pas inscrites dans les grands cycles biogéochimiques, eh bien, créent des déchets qui s'accumulent, qui n'arrivent pas à mourir finalement, et c'est pour ça qu'il parle de zombies, parce que comme le zombie, eh bien, il n'arrive pas à mourir, et donc il se multiplie, et on ne sait pas quoi en faire. Et malheureusement, la plupart, l'écrasante majorité de nos technologies aujourd'hui sont des technologies zombies et non pas des technologies vivantes. Alors, quel est le lien avec les ruines ruineuses, pardon? Eh bien, c'est le fait tout simplement que nos infrastructures actuelles, nos technologies actuelles, mais aussi nos modèles de fonctionnement, bien souvent sont de l'ordre justement de technologies ou de modèles un peu zombies. Et donc, ce qui est ruineux, c'est justement souvent ce qui est de l'ordre du high-tech, ce qui sont des ruines rutilantes. Et donc toute la question qui se pose, c'est que faire finalement de ces ruines ruineuses, déjà les identifier comme des ruines ruineuses, les identifier comme des comas négatifs et se poser la question justement de leur devenir. Et parmi ces ruines ruineuses et parmi celles que moi j'ai particulièrement étudiées, notamment en contribuant à un rapport du Shift Project en 2018 qui s'intitulait Pour une sobriété numérique, eh bien il y a nos technologies numériques qui sont à la fois le paradigme principales techniques aujourd'hui et en même temps qui sont l'exemple même de technologies zombies qui rentrent tout à fait dans la catégorie qu'a élaboré José Aloi. Donc qu'est-ce qu'on fait finalement? Un peu de ce paradoxe qui est qu'un grand nombre de nos futurs ou des éléments qui passent pour le futur eh bien, sont en réalité ce que j'appelle moi des futurs obsolètes et se pose la question de savoir effectivement comment est-ce qu'on peut apprendre à renoncer à des futurs obsolètes. Comment est-ce qu'on peut apprendre aussi par rapport à des lignées techniques, comme disait Simondon, dont on sait que ce sont des lignées techniques zombies, par exemple le smartphone, qui est un exemple même d'extractivisme et une technologie qui n'est pas forcément justement viable et qui ne le sera pas en dépit du Fairphone ou dans tous les cas, c'est quelque chose qui ne peut pas, dans les conditions actuelles et même sans doute futures, être une technologie viable. Eh bien, comment est-ce qu'on apprend peut-être à non pas lutter contre l'obsolescence programmée, mais à planifier l'obsolescence d'un certain nombre de lignées techniques qui sont problématiques. Je dis de lignées techniques et non pas de technologie, puisqu'il ne s'agit pas de taper sur les possesseurs de smartphones. Là, c'est un bon exemple justement de dépendance dans la mesure où de plus en plus de services publics basculent vers le smartphone. On le voit encore aujourd'hui avec les différents passes qui sont mis en place, même si on peut avoir des alternatives papier, mais enfin tout est fait quand même pour les utiliser via le smartphone. Mais c'est le cas aussi de la carte vitale qui va de plus en plus être sur le smartphone, etc., etc. On a vu la disparition du ticket de métro récemment, même s'il y a des cartes, mais c'est un exemple. Il y a une numérisation donc assez globale et une dépendance accrue au smartphone. Et donc, évidemment, on ne peut pas demander aux individus de renoncer à ces éléments-là quand l'accès aux services publics en dépend. Donc là, on est vraiment sur l'étude aussi des dépendances, sur les cartographies d'attachement, attachement voulu ou attachement non voulu. Et pour pouvoir procéder à des détachements, il faut d'abord justement comprendre quels sont ces attachements, quelle est la nature de ces attachements pour pouvoir justement proprement se détacher et le faire aussi démocratiquement. Donc ça, c'est un point assez intéressant et j'en vois ici évidemment au déclenchement de la crise des Gilets jaunes qui en a été aussi l'illustration puisque
l'attachement voulu ou non voulu, hein, c'est pas, quand je parle d'attachement ici, c'est au sens sociologique du terme, donc c'est pas des attachements uniquement voulus, évidemment. L'inverse étant vrai, c'est beaucoup d'attachements qui ne sont pas voulus, mais qui créent des dépendances vitales. L'attachement à la voiture pour se déplacer, pour aller travailler ou autre chose étant très fort, et la menace sur cet attachement, évidemment, ayant conduit, avec d'autres facteurs bien évidemment, mais comme déclencheur, à la crise que l'on a connue. Donc c'est tout à fait intéressant. Ça montre aussi que des mesures très en aval finalement, qui ne pensent pas la dépendance à la technosphère, la dépendance aux infrastructures, ici en l'occurrence les infrastructures routières, eh bien, sont condamnées finalement à se heurter à de très grandes résistances, qui sont des résistances en grande partie légitimes. Donc la question, c'est beaucoup plus qu'est-ce qu'on fait de cette dépendance à ces infrastructures, qu'est-ce qu'on fait, comment on envisage le fait que la France finalement les infrastructures de la France sont tournées autour de l'automobile et des routes pendant des décennies, là où vraisemblablement demain ça ne pourra plus être le cas. Donc comment est-ce qu'on, non pas démantèle, mais comment est-ce qu'on apprend au moins à faire atterrir ces infrastructures-là avant de prendre des mesures punitives sur les populations. Ça, c'est une question évidemment très importante. Donc, voilà, c'est un petit peu ces questions-là que je pose à travers les comas négatifs, à travers aussi cette question de technologie zombie. Et donc, tout le travail qu'on fait, je ne vais pas être trop long ici, mais il vise justement à savoir comment est-ce qu'on hérite de ces comas négatifs, donc de ces deux familles, si je puis dire, hein, de comas négatifs. Une famille qui renvoie vraiment à une esthétique d'anthropocène assez classique, des ruines ruinées, qui peuvent d'ailleurs encore en partie ruineuses, hein, des vieux puits de pétrole, par exemple, comme il y en a dans différents pays, mais qui contiennent toujours du pétrole, sont à la fois des ruines ruinées et en partie ruineuses du fait justement de la présence du pétrole. Il n'y a pas une coupure aussi nette que ça, évidemment, entre les deux. Il peut y avoir un empiètement. Et les ruines ruineuses qui ne ressemblent pas à des ruines, mais c'est un petit peu cette idée de Walter Benjamin que j'aime beaucoup, disant que finalement la ruine ultime, c'est dans le livre des passages qu'il dit ça, peut-être à son époque c'est la ville bourgeoise, c'est ça la vraie ruine qu'il a sous les yeux, et non pas justement une ruine pittoresque, une ruine romantique, dûment étiquetée comme une ruine, mais qui ressemble en fait pas forcément elle-même véritablement à une ruine. Donc voilà, comment est-ce qu'on apprend aussi à identifier ces comas négatifs au-delà de leur apparence, au-delà de leur esthétique, et quel traitement on peut en donner, comment est-ce qu'on apprend à les faire atterrir, comment est-ce qu'on apprend à effectuer des arbitrages qu'il faut effectuer vis-à-vis de ces réalités, de préférence démocratiquement. Ça c'est évidemment une grande question. Et avant de donner des exemples, peut-être de terminer là-dessus, je dirais que c'est vraiment une ligne de crête entre justement le fait de laisser la technosphère telle qu'elle, alors même qu'elle menace l'habitabilité de la Terre, comme je l'ai dit, et en même temps de couper trop brutalement les liens justement à la dite technosphère, puisque ces liens-là sont des liens de dépendance de plus en plus vitaux vis-à-vis d'un nombre croissant de populations. Donc vous avez des pensées technocritiques ou au-delà, voire même parfois technophobes, qui proposent d'en revenir par exemple à des modes de vie qui sont des modes de vie de populations autochtones, non civilisées, etc., en disant que voilà, ce sont ces modes de vie-là non civilisés qui permettent de maintenir l'habitabilité du monde. Mais évidemment, dire ça à 8 milliards d'habitants sur Terre, ça veut dire tout simplement accepter finalement la disparition de milliards d'habitants. Donc, ce qu'on essaie de proposer, je pense, en tout cas, c'est mon cas, avec la redirection écologique et le programme qu'on développe, c'est une vision à la fois radicale qui prend en compte les enjeux de fermeture, mais en même temps radicalement non exterministe et qui ne table pas sur une réduction drastique de la population un peu en sous-main, comme c'est le cas parfois d'un certain nombre de propositions qui sont formulées aujourd'hui, notamment lorsque on défend ce mode, ces formes de vie ou la généralisation finalement de ces formes de vie aujourd'hui, mais qui nient justement un certain nombre de dépenses et qui sont parfois d'ailleurs dans certaines approches des approches qui assimilent certaines formes de vie à un attachement technologique inacceptable. Je
pense notamment aux formes de vie certaines personnes trans ou autres qui peuvent être l'objet justement, plus que de critiques d'ailleurs, de discrimination de la part des gens qui prennent ces positions-là. Donc ça, c'est une question tout à fait importante. Comment est-ce qu'on peut être radical et en même temps radicalement non exterministe et penser justement un programme pour 8 milliards d'habitants et non pas un programme où on se dit que, bon, en fait, on table sur la survie de quelques centaines de millions d'habitants, voilà, ce qui est évidemment tout à fait problématique. Et donc, la question centrale derrière ça, c'est effectivement la question de la place de la technologie ou des technologies. C'est la place aussi de la technodiversité, non pas d'envisager une critique juste de la technologie, mais de pluraliser l'acception des technologies qu'on peut avoir. C'est-à-dire qu'il y a des technologies différentes. On parle aujourd'hui beaucoup de low-tech, on parlait donc aussi de technologies vivantes. José Aloi, dont j'ai parlé par exemple, déteste la notion de low-tech pour un certain nombre de raisons, mais c'est une notion qui capte et qui motive un grand nombre de gens aujourd'hui. Mais on pourrait parler de technologie conviviale, on pourrait parler de tout un ensemble de technologies pour justement apprendre à discriminer et penser justement la bascule aussi qui doit s'opérer vers d'autres formes de technologies et comment on doit faire de la recherche dans ce domaine-là. La difficulté étant évidemment l'échelle temporelle, puisque si José Aloi, lui, explique qu'en termes de durabilité, il faut qu'on se projette sur des siècles, ce qu'effectivement on ne fait pas aujourd'hui du point de vue technique, technologique. Le temps qu'on a pour opérer cette bascule et développer des technologies vivantes au sens large du terme, évidemment, lui, un temps plus limité, mais ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'atteler malgré tout, évidemment, à la tâche, et je pense que ça peut résonner aussi, évidemment, avec des choses que vous menez aujourd'hui, des chantiers que vous menez aujourd'hui. Alors, peut-être pour terminer, donc dire un petit peu comment tout ça se traduit, comment ce programme dont j'ai parlé se traduit. Bien, avant d'être un programme, c'était justement plutôt un programme d'action, avant d'être un programme théorique ou intellectuel. Et effectivement, on a nous-mêmes mené des enquêtes autour de différents chantiers de fermeture, et c'est ce qu'on fait aussi avec nos étudiantes et nos étudiants. Au sein du master donc stratégie et design pour l'anthropocène, puisque nous avons un principe de pédagogie qui repose sur des commandes qui nous sont passées et dont nos étudiants s'occupent à l'année. Et ces commandes sont des chantiers qu'on espère être des chantiers très, très ambitieux, où on va par exemple réfléchir au devenir de certains aéroports, à l'arrêt de la construction neuve. Donc, qu'est-ce qu'on fait de certains aéroports dans certaines villes? Comment est-ce qu'on les ferme éventuellement? Comment est-ce qu'on réoriente les activités? Qu'est-ce qu'on fait des stations de ski dont on sait aujourd'hui tous les problèmes qu'elles engendrent et le fait que voilà, leur horizon est un horizon relativement bouché. Et comme le dit mon collègue Emmanuel Bonnet, aujourd'hui, toutes les organisations, parce que je ne l'ai pas dit, mais on a une focale notamment autour des organisations et d'un niveau un petit peu méso, entre le niveau micro, la petite résilience, le niveau macro, la politique nationale ou internationale. On se focalise, nous, plutôt sur ces enjeux d'arbitrage, on va dire, au niveau des collectivités publiques, au niveau des territoires et au niveau des organisations. Et donc, comme le dit mon collègue Emmanuel Bonnet, toutes les organisations aujourd'hui sont des stations de ski de basse ou moyenne altitude, au sens où elles peuvent envisager la disparition potentielle ou des bifurcations très importantes de leurs activités, quels que soient finalement les domaines. Si on parle de l'aérien, aujourd'hui, les discussions qu'on a, plus du tout celles qu'on avait il y a 5 ans. Si on parle du numérique, on voit bien que le numérique, c'était un patron de Thales qui disait récemment que le numérique va devenir comme l'aéronautique, qu'on va se poser les mêmes questions demain, alors que ce soit vrai ou que ce soit faux, mais en tout cas on voit bien qu'il y a une mise en cause du numérique qui est de plus en plus forte, mais que ce soit la mode, que ce soit voilà, plein de domaines qui sont en fait concernés. En fait, si on regarde dans le détail, ce sont tous les domaines, si je puis dire, qui le sont. Donc, que deviennent les assurances, par exemple, que deviennent les assurances habitation dans l'anthropocène, dans les lieux notamment dont on sait qu'ils vont être submergés demain. Ça, c'est une thématique aussi que l'on travaille. On a fait des travaux autour de la sobriété numérique également. On a travaillé, par exemple, avec le collectif en lutte contre la construction du terminal 4 de l'aéroport de Paris-Roissy pour savoir ce qu'allait devenir le territoire si le terminal 4 ne se fait pas. Et effectivement, en cours d'année, il ne sait pas, la décision a été prise de ne pas le faire. Donc, que devient le territoire? Puisque, évidemment, le terminal a été vendu comme un facteur d'activité. Alors, c'est discutable, par ailleurs,
pour un territoire pas forcément favorisé. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ces territoires-là? De quoi ils subsistent demain? Donc, quel est le modèle qu'ils peuvent emprunter? C'est voilà, toutes ces questions auxquelles et d'autres encore, et on multiplie les chantiers puisqu'on en a sur les 2 années, on en a une petite quarantaine. Comment est-ce qu'on arrête la construction neuve en Île-de-France? Comment est-ce qu'on met en place des protocoles de renoncement, comme le dit mon collègue Diego Landiva, notamment à Grenoble, autour de certaines infrastructures municipales, en l'occurrence des piscines municipales? Comment est-ce qu'on démocratise cette question du renoncement? Voilà, c'est à toutes ces questions-là qu'on essaye de répondre de manière très concrète. Et si ça vous intéresse, je peux vous renvoyer à un numéro de la revue Horizon Public qui a été publié au mois d'août dernier, qui présente à la fois la redirection écologique, le master dont je m'occupe et dans lequel on enseigne. Je profite pour répondre à cette question. Alors, ces travaux, ces petite quarantaine de travaux, donc, se déroulent dans le cadre du Master of Science Stratégie et Design pour l'Anthropocène, dont je suis le directeur, qui est un Master of Science qui a été lancé au mois d'octobre 2020. Et qui est porté par 2 écoles, donc le SC Clermont et Strat École de Design à Lyon, qui a lieu entièrement à Lyon, et voilà, c'est dans ce cadre-là que ces commandes interviennent, qu'elles sont prises en charge par certains de nos étudiants et étudiantes, et qu'évidemment on les accompagne. Donc ça nous permet, nous, de prolonger nos recherches en multipliant les terrains et les chantiers, ce qu'on ne pourrait évidemment pas faire tout seul avec nos 6 petits bras. Oui, bien sûr, je pourrais vous donner tous les liens. Et donc, on a publié, je disais, un numéro de la revue Horizon Public autour de la redirection écologique, qui présente à la fois le master et la redirection écologique, mais aussi les chantiers qu'on a ouverts la première année. Donc, une petite quinzaine de chantiers la première année, et sont des articles qui ont été d'ailleurs rédigés par nos étudiants et nos étudiantes qui se sont occupés de ces chantiers, et qui aujourd'hui, évidemment, là, sont en train évidemment non, mais nos étudiants et nos étudiantes sont en train de soutenir leur mémoire. Donc, les chantiers ont bien avancé depuis le mois de mai dernier, quand les articles ont été écrits, et donc on refera une présentation de tous ces travaux, puisque voilà, il y a des travaux très intéressants. Donc on fera une présentation publique autour de tout ça. Voilà, un peu ces premiers résultats de la redirection écologique. Voilà, je vous remercie, et si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Merci beaucoup, Alexandre. Donc vous avez répondu à quelques questions qui ont été posées dans le chat. Il y a Hugo aussi qui avait posé une question sur le Origins Media Lab et son modèle économique. Comment Bien sûr. Alors, Origins Media Lab, c'est, comme je dis, c'est un laboratoire indépendant. Le modèle économique, c'est Origins, en fait, accueille des personnes qui ont des statuts très différents. Donc, on va avoir des gens qui sont enseignants-chercheurs, enseignantes-chercheuses dans des institutions qui ont pignon sur rue, d'autres qui sont au contraire précaires, d'autres qui sont designers, donc des gens qui ont des modèles économiques très différents. Origins n'a pas de salariés. Donc c'est une association qui n'a pas de salariés, et par contre s'organisent des formes de solidarité via Origins, où on peut faire travailler, quand on a la possibilité, des gens justement dans nos formations. On s'occupe de tout un tas de formations les uns et les autres. On peut répondre à des appels à projets, et donc aussi dans ce cadre-là faire travailler des personnes, etc., etc. Donc le modèle d'Origins, c'est un modèle où on peut organiser une forme de solidarité, mais Origins n'a pas en revanche de salariés directement. Merci. Et on avait une autre question sur en quoi votre approche est complémentaire / différente, notamment la méthodologie d'une approche systémique. Alors, moi, j'aime beaucoup le mot systémique, mais je ne sais pas trop ce qu'il veut dire. En tout cas, je vois qu'il est très utilisé aujourd'hui, et il devient un petit peu noyé, je pense, dans ses utilisations.
On va moins insister, nous, dans les approches qu'on développe sur les questions de méthodologie proprement dite. En tout cas, c'est un point qui est peut-être important à souligner. On n'a pas une méthodologie qu'on va mobiliser. Dans le cadre de notre formation, ce à quoi on va former les étudiants, c'est plutôt une posture qui est la posture de l'enquête, notamment à travers le design. Alors le design, il y a beaucoup de méthodologies en design, mais ce n'est pas cet élément-là du design qui va nous intéresser. C'est plutôt le lien notamment entre design et enquête, design et ethnographie, qui est un lien très fort, attesté depuis de nombreuses années. Donc il y a beaucoup de designeuses et designers qui mobilisent l'enquête pour leurs travaux, et l'intérêt du design, c'est la capacité finalement à faire quelque chose des matériaux de l'enquête et à donner une forme finalement aux matériaux de l'enquête, que ce soit une forme cartographique, n'importe quelle forme finalement, une forme éditoriale ou autre. Et il y a quelque chose de très intéressant avec les designeuses et les designers, qui est justement cette capacité de transformation, de mise en forme, qui est extrêmement utile dans un grand nombre de situations. Et donc nous, c'est plutôt sur cette articulation entre matière de l'enquête et forme, on va dire, que peut apporter le design qu'on va intervenir. Mais la posture fondamentale pour nous, c'est la posture de l'enquête, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas mobiliser des méthodologies, mais ça veut dire que, y compris les méthodologies qui vont être mobilisées, sont des méthodologies qu'on peut revoir à l'aune justement de l'enquête. C'est l'enquête qui prime avant tout, c'est la posture de l'enquêteur, l'enquêtrice, et en fait, ce qu'on essaye même d'apprendre, c'est qu'en fait, ce sont toujours des co-enquêtes, parce qu'on ne vient pas comme enquêteur enquêter sur un terrain qui est vierge finalement de questionnement, d'interrogation, mais bien souvent les collectifs enquêtés sont eux-mêmes en mouvement, sont eux-mêmes en train d'enquêter sur leur situation, en une vision très deweyienne finalement des choses, du philosophe pragmatiste américain John Dewey. C'est le public finalement qui enquête, et nous on vient souvent co-enquêter avec lui ou l'aider dans son enquête, et donc ce qu'on essaye de mettre en avant auprès de nos étudiants, c'est justement cette posture de co-enquêteur, de co-enquêtrice, qui est peut-être là pour le coup assez différente des approches systémiques, qui vont plus volontiers, je dirais, être un peu plus top-down, où justement on va peut-être être moins dans cette forme justement d'articulation à un travail qui est déjà réalisé. Ça ne veut pas dire que effectivement cette question des systèmes complexes n'est pas importante, et on a d'ailleurs pas mal d'heures de cours consacrées à ça, notamment avec des intervenants de STIP, notamment Serge Fenet, donc cette équipe STIP à Grenoble qui réfléchit beaucoup à ces questions-là, et puis José Alloy lui-même qui travaille aussi sur cette question des systèmes complexes. Mais je dirais que la posture n'est pas forcément la même. Donc on essaie de donner des clés pour comprendre effectivement ces questions de systémique et de complexité. Par contre, la posture qui va être adoptée, et on peut les mobiliser dans le cadre de cette posture, c'est une posture plutôt de co-enquête, avec après un défi qui est l'articulation entre les niveaux, mais c'est tout l'enjeu pour nous de la formation. L'enquête, on va plutôt être à un niveau, on va dire, micro d'une certaine manière, mais on peut aussi mobiliser des modèles, mobiliser d'autres approches qui sont plutôt des approches macro, et toute la question étant d'articuler ces échelles où notamment les épistémologies ne sont pas les mêmes. Donc les articuler, ça veut dire être conscient aussi des différences épistémologiques entre elles pour ne pas faire n'importe quoi. Et voilà, donc voilà, je ne sais pas si ça donne une réponse très, très claire, mais c'est un petit peu comme ça qu'on fait les choses. Merci. Et Fabienne Grandchon qui demande comment vous vous adressez aux collectivités territoriales. Donc j'imagine que vous avez déjà en partie répondu. Alors c'est plutôt elle qui s'adresse à nous en fait, et là ça renvoie un petit peu à ce que je disais à l'instant, en disant on n'a pas forcément une méthodologie qu'on va vendre aux collectivités en disant voilà, nous notre méthodologie c'est ça ou ça, c'est plutôt le cadre qu'on ouvre et les questions qu'il permet de poser, je pense, qui sont intéressants pour les collectivités, où par exemple, eh bien, on va dire bon bah à partir du moment où il faut faire des arbitrages, il faut les démocratiser, il faut développer des savoirs à la fois politiques et techniques pour mener à bien ces arbitrages, en prenant en compte justement toutes ces dépendances que j'évoquais. Ça, c'est des questions qui de plus en plus percolent, si je puis dire, avec les préoccupations des collectivités, et du coup, elles voient l'occasion, l'opportunité finalement de traiter des questions qu'elles ne pouvaient pas forcément traiter ailleurs. Et donc, c'est plutôt elles, de ce point de vue-là, qui viennent nous voir. Mais justement, je prenais l'exemple des aéroports, des aérodromes, j'ai pris l'exemple des piscines municipales, on peut prendre d'autres exemples justement de réalités auxquelles
certain nombre de collectivités sont confrontées. Mais ça peut être aussi la question de l'artificialisation des sols, de la construction. On voit qu'il y a des communes dans le sud-est de la France, alors si vraiment ça arrive dans le sud-est de la France, ça peut arriver partout, qui renoncent à construire parce qu'ils ont tellement construit que ça crée des catastrophes. C'est pour ça qu'il y a des inondations, enfin on a vu ça dans le sud-est, notamment ces dernières années, et prennent la décision d'arrêter de construire. Donc tous ces arrêts, toutes ces perspectives parfois de réduction, de fermeture, d'arbitrage, etc. Ça, c'est pas du tout forcément facile à prendre en charge pour ces collectivités, et donc elles peuvent avoir justement besoin d'aide pour le faire, surtout quand alors soit elles sont déjà dans cette dynamique-là et elles se disent que il y a des résonances avec ce qu'on fait, soit c'est l'occasion justement de poser des problèmes qu'elles ne pouvaient pas poser avant, et à la fois de les exprimer et en même temps de les traiter. Donc c'est plutôt comme ça que ça fonctionne. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre la parole directement. Oui, peut-être. Oui, bonjour, bonjour Alexandre, merci, Bonjour. merci, bravo. On était déjà en contact, mais j'en profiterai pour rebondir un peu plus loin. Vous n'avez pas beaucoup prononcé le mot biomimétisme. J'aimerais bien avoir une réaction de votre part en fonction des éclairages que vous avez déjà sur ce concept, parce que bien évidemment, CBIOS utilise ce terme pardon, comme je dirais, en tout cas étiquette, hein, sinon étendard d'une réflexion collective qui se veut constructive. Et je pense qu'il va dans la même direction ce que vous nous avez proposé ce matin. Voilà, donc si vous pouviez peut-être réagir là-dessus. Merci. Bien sûr, merci vous avez tout à fait raison, merci de m'en donner l'opportunité. Alors effectivement, nous on n'utilise pas forcément le terme de biomimétisme, mais la notion de technologie vivante qui peut renvoyer à une forme de biomimétisme. Et d'ailleurs, José Alloy lui-même utilise ce terme-là, ou en tout cas ce terme-là lui convient également. Pourquoi est-ce qu'on parle de technologie vivante? Alors, parce que dans le biomimétisme, ça peut être très large, ça peut regrouper du biomimétisme zombie ou du biomimétisme vivant. Je veux dire par là que si c'est simplement une démarche inspirée de la nature, on peut faire des ailes d'avion inspirées de la nature et donc qui en même temps sont très clairement des technologies zombies, ou alors on peut faire des technologies effectivement ou avoir des approches biomimétiques qui sont plutôt de l'ordre des technologies vivantes et qui là rompent justement avec les possibilités que je viens de mentionner. Donc c'est plutôt pour faire une sorte de tri au sein même du biomimétisme. Et par contre, effectivement, je pense qu'il y a une complémentarité entre, si je parle de notre approche à travers le diptyque, désaffectation et réaffectation. Avec la désaffectation, il y a la question de l'héritage et la question des arbitrages, et la réaffectation, effectivement, vers des technologies vivantes ou des technologies inspirées par le biomimétisme au sens fort que j'ai mentionné, peut évidemment être tout à fait important. Donc, c'est les deux faces, finalement, qui sont importantes. Mais je dirais qu'il y a une complémentarité, et pour que le biomimétisme puisse véritablement s'exprimer, il ne faut pas simplement qu'il soit une solution à des problèmes en disant tout ce qui existe, on va s'inspirer du biomimétisme pour le maintenir, mais il faut dire effectivement qu'il y a aussi ce travail de désaffectation à faire, et que justement le biomimétisme n'en sera que, au sens fort encore une fois, d'autant plus efficace qu'on aura fait aussi ce travail d'arbitrage et qu'on aura précisé que le biomimétisme ne sert pas à tout maintenir. Il peut opérer effectivement dans une perspective de réaffectation, comme je mentionnais, mais il n'est pas là pour faire passer la pilule. Donc voilà, c'est plutôt penser un cadre au sein duquel, je pense, il peut être encore plus pertinent en clarifiant un certain nombre de choses. Merci beaucoup, Alexandre. Une évocation peut-être de Tech for Life, Dorothée Brauweiss, dans vos propos en filigrane? Alors oui, c'est vrai que nous, on a eu des discussions avec
Dorothée depuis quelques temps maintenant, notamment sur les communs négatifs et les approches qu'on développe. Et c'est vrai que moi, quand j'avais discuté avec elle pour la première fois, j'avais dit justement mon positionnement par rapport au biomimétisme, et elle m'a dit qu'elle voilà, était tout à fait d'accord avec cette approche-là. Donc je pense qu'effectivement, c'est très important que les acteurs et les actrices du biomimétisme s'emparent de cette question et opèrent peut-être cette clarification, à mon avis, nécessaire pour justement que ce qui peut menacer un peu ces approches-là, c'est-à-dire des récupérations justement vers des choses insuffisantes, eh bien, aille malgré tout dans le bon sens. Donc, je pense que c'est tout à fait important et elle était très claire depuis le début là-dessus. Alors, je vois qu'il y a une question. Pouvez-vous expliciter la notion de technologie zombie? Alors oui, j'avais fait un petit peu tout à l'heure. Donc, technologie zombie, comme j'ai indiqué, il y aura plus de choses à dire que ça. Hein. C'est des technologies, grosso modo, qui ne s'appuient sur des ressources, j'aime pas le terme ressources, mais peu importe, des constituants qui ne rentrent pas dans les grands cycles biogéochimiques et donc qui ne sont pas compostables, si je puis dire. Technologies vivantes seraient des technologies un peu compostables, ce que ne sont pas les technologies zombies qui finalement créent des déchets qui s'accumulent et qui en fonctionnement ne sont pas forcément non plus très vertueuses. Et malheureusement, comme je l'indiquais, c'est l'essentiel aujourd'hui de nos technologies, effectivement de l'aérien au numérique. Dans le cas d'Aéro, ce que je voulais dire, c'était ici que une aile d'avion qui est fabriquée comme elle est fabriquée aujourd'hui ne rentre pas dans ces grands cycles biogéochimiques. Donc, c'est-à-dire qu'on s'inspire pour la forme du vivant et de la nature, mais pas du tout du point de vue des composants et de la soutenabilité y afférente de la technologie. Donc, on a bien une inspiration de la nature, mais qui s'arrête très vite, qui s'arrête à la forme, là où au contraire, il faudrait s'inspirer beaucoup plus profondément des process qui sont ceux du vivant pour que nos technologies justement rentrent dans ces grands cycles-là. Et ça n'est pas le cas aujourd'hui des avions qui ne sont pas tout à fait compostables, de même que l'ordinateur via lequel je suis en train de vous parler. Donc voilà. Donc c'est pas pour dire qu'il ne faut pas avoir de smartphone ou d'ordinateur. Moi-même j'en ai, mais c'est pas individuellement évidemment que la question se pose. Hein. C'est beaucoup plus collective. Et là pour le coup, comment est-ce qu'on apprend à basculer vers un autre type de technologie? Comment est-ce qu'on apprend à renoncer à des lignées technologiques pour éventuellement en substituer d'autres? Ça, ce sont de vraies questions tout à fait ouvertes et qui posent des questions de démocratisation des enjeux techniques. On y revient. Et je pense d'une certaine manière que le biomimétisme peut aussi s'inscrire justement dans cette réflexion démocratique finalement sur les enjeux techniques, parce que le fait d'avoir des technologies compostables, bah, peut-être que c'est un changement de rapport beaucoup plus large finalement à la technique. Donc ça veut dire que ces enjeux politiques affleurent potentiellement. Alors, une technologie compostable, ce serait justement une technologie qui ne produirait pas que des déchets qui s'accumulent, comme aujourd'hui les nouvelles couches géologiques qui sont produites. Hein, vous savez, c'est du plastiglomérate, donc ce sont des couches de plastique, d'eau de poulet et comment dirais-je, et de métaux rares issus du numérique. Donc ce sont les déchets du numérique, les plastiques et les autres poulets, parce que des poulets, on en produit des milliards et des milliards chaque année. Donc voilà, mais c'est vrai, hein, c'est ça aujourd'hui la couche géologique qui est en train d'être produite. Et donc, pour le coup, on va chercher des métaux qu'on n'utilisait pas d'ailleurs avant, hein, qu'on utilise de manière massive aujourd'hui, qui sont d'ailleurs des métaux secondaires, donc il faut aller chercher d'autres métaux c'est dans d'autres mines qu'on va les trouver. Il n'y a pas de mines de gallium ou de choses comme ça. Ce sont des mines de métaux primaires dans lesquelles on va chercher ces métaux secondaires, et il n'y a pas de grand cycle du vivant autour de ces métaux.
Donc c'est ça, en fait, on produit des technologies qui ne peuvent pas rentrer dans ces cycles-là, donc ils ne peuvent pas être compostables de cette manière. Je ne veux pas dire recyclables, parce que justement, on recycle souvent aujourd'hui des choses qui ne sont pas recyclables. Donc quand on met des plastiques, on dit de mettre des plastiques à recycler, c'est justement qu'ils ne sont pas forcément recyclables. Bah non, justement non. Alors je vais répondre à l'autre question, mais je rebondis juste sur cette question. Est-ce qu'il ne faut pas mieux avoir un objet solide qu'on garde à vie plutôt que des technologies compostables qui demandent de l'énergie? Non, parce que l'idée c'est de le garder à l'état de fonctionnement. Non. Non, parce que mon smartphone il est très solide, mais en même temps je vais le garder 2 ans. Vous voyez que la situation actuelle, c'est pas du tout celle-là. C'est pas du tout d'avoir un objet solide que je garde à vie, c'est d'avoir un objet solide que justement je ne garde pas à vie. Donc j'ai cette solidité de l'objet zombie qui en même temps se renouvelle très fréquemment, et donc je suis perdant sur absolument tous les plans. Donc la question par contre effectivement de garder un objet, je dirais elle est distincte de sa fin de vie. Et dans l'idée de technologie vivante, il y a cette idée d'avoir des objets solides ou en tout cas durables. Je ne sais pas si solidité et durabilité c'est tout à fait la même chose, mais en tout cas j'entends en sens de durabilité, le plus durable possible, mais qui par contre une fois arrivé en fin de vie sont des objets qui sont pour le coup compostables. Et là, pour le coup, il y a un autre rapport effectivement aux objets qui peut être créé. Je rappelle que dans la propriété privée, il y a la notion d'abusus qui est le fait de... oui, enfin, on peut mettre ça sur le compte de l'obsolescence programmée, mais il peut y avoir aussi D'ailleurs, c'est toujours compliqué de savoir où commence l'obsolescence programmée, où elle finit. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une vraie obsolescence. On ne dit pas, par exemple, que nos ordinateurs sont liés à de l'obsolescence programmée. Il y a du versionning, effectivement, il y a la baisse de puissance. Mais ça rentre de toute façon dans le fonctionnement des objets. Après, ce sont aussi des technologies qui sont relativement fragiles. Garder un même ordinateur sans possibilité de le réparer pendant des années et des années et des années, ça reste malgré tout compliqué. Et souvent, la réparation, ça veut dire le changement de pièces, qui est une substitution et pas vraiment une réparation. Donc c'est une durabilité, sauf qu'en fait c'est comme la barque de Thésée. Moi, mon ordinateur, j'ai acheté il y a 4 ans, je l'ai un ordinateur portable au bout de 4-5 ans maintenant, ce qui est plutôt long pour un ordinateur de ce type, mais en fait, j'ai plus aucun des composants de départ, donc c'est le même ordinateur, mais est-ce que c'est vraiment le même ordinateur? Enfin, il y a plein de discussions à avoir là-dessus. Le verre, c'est un bon exemple, parce que le verre, on le recycle, alors qu'il y avait la consigne qui était très bien, et qui demandait moins d'énergie. Pourquoi j'utilisais pas le mot recyclage et plutôt le mot compostable? Parce qu'aujourd'hui, souvent, on recycle des choses qui ne sont pas recyclables, et effectivement, la circularité du système tient à l'énergie qu'on met dans le système pour qu'il arrive à boucler. Mais c'est un peu de la fausse recyclabilité, c'est-à-dire que c'est des éléments qui ne sont pas recyclables en tant que tels, sauf si on met beaucoup d'énergie pour les rendre entre guillemets recyclables, mais évidemment c'est pas ça qu'on veut quand on parle de recyclabilité. Malheureusement, il y a une grande équivoque autour de la recyclabilité, autour de ça. J'ai eu une question sur l'innovation, pardon, elle était un peu au-dessus, donc j'y reviens. Pour communiquer autour de la transition écologique, on parle énormément d'innovation, il y a une forte attente de communication positive autour de ce futur qui angoisse. Comment faire pour engager les populations autour de la notion de fermeture, démantèlement dans ce contexte? Alors vous avez tout à fait raison. C'est une question très importante. On a une critique aussi effectivement de l'innovation dans ce travail, notamment en fait du paradigme de l'innovation. On a publié d'ailleurs une tribune auquel Le Monde avait donné un titre Il faut apprendre à désinnover à la rentrée il y a quelques mois, et on s'était pris des tombereaux d'insultes, notamment sur les réseaux sociaux et en particulier sur Twitter, à cause de ça, parce qu'on avait l'impression qu'en touchant l'innovation, on touchait en fait à la fois la culture, la civilisation, le devenir de l'espèce humaine, enfin que tout était mis en cause, alors qu'évidemment ce que nous avions en tête, c'était le paradigme de l'innovation, le fait de dire qu'on va s'en sortir grâce à de nouvelles innovations et que donc on peut continuer à faire ce qu'on fait, il faut juste attendre d'avoir mécaniquement finalement les bonnes innovations qui vont venir solutionner l'ensemble de nos problèmes, ce qui n'est évidemment pas une vision très, très raisonnable, hein, de tabler comme ça sur la résolution magique
de tous les problèmes à partir de technofixes. Et c'était surtout aussi ce paradigme-là, c'est-à-dire, oui, cette espèce de solutionnisme généralisé. Pardon, peut-être vous vouliez intervenir? Ok, bah je continue là. Et donc voilà, c'est ce paradigme de l'innovation et tout ce qu'il induit qu'on critique. Alors oui, par rapport à ça, comment engager les populations autour de la notion de fermeture, démantèlement? Il y a deux choses, je dirais ici. Notamment le fait que le démantèlement peut ne pas forcément être vu de manière uniquement négative, parce que parfois c'est aussi démanteler des choses ou des futurs qui s'avèrent de plus en plus dystopiques. Si on pense au numérique aujourd'hui, entre l'optimisme des années, je sais pas, 2005, donc après la première crise de la bulle Internet, quand les choses se sont un petit peu remises en place, il y a eu quand même une vague d'optimisme autour notamment du Web 2.0 qui était absolument visible, très intéressant d'ailleurs à vivre, autour de ces technologies, de leur potentiel démocratique, etc., etc. On voit bien aujourd'hui, alors qu'on annonce plutôt le métavers, ce qu'on appelle parfois le Web 3.0, mais il y a eu plein de Web 3.0, donc je ne pense pas que ce soit cette appellation-là qui va durer, que les perspectives sont beaucoup plus dystopiques, les attentes bien moindres, donc on ne parle plus du tout de possibilité de démocratisation du fait de ces technologies. Donc voilà, il y a aussi le fait que l'avenir qu'on nous présente est de plus en plus dystopique, et donc la fermeture, ça peut être aussi la fermeture d'un avenir dystopique. Donc de ce point de vue-là, pas forcément vécu négativement. Donc ça, c'est un point quand même tout à fait important. Donc suspendre des éléments qui s'avèrent de plus en plus invivables peut avoir son intérêt ou sa désirabilité. Et puis l'autre point, vous avez raison, hein, c'est le fait que, alors j'ai écrit une petite note récemment avec un doctorant qui s'appelle Nathan Benkemoun, qui est à l'université Paris-Dauphine, pour le Centre national de la musique, dont je suis dans le conseil scientifique, sur les questions de sobriété, alors, notamment dans le contexte de la musique, mais c'est plus large que ça. Et effectivement, on distingue dans cette note la sobriété extensive, c'est-à-dire la réduction effectivement de notre empreinte, de notre impact, etc., etc., un concept qu'a repris Nathan, qui est un concept emprunté à Eduardo Viveiros de Castro, l'anthropologue brésilien, qui est le concept de suffisance intensive. Et donc le fait de dire qu'à côté de cette réduction de notre empreinte, hein, qui peut s'entendre sous l'angle de la sobriété, et donc sous un angle extensif, voilà, on peut le calculer, le mesurer. Il y a peut-être quelque chose à redécouvrir de l'ordre de la suffisance intensive et à politiser, qui est le fait de dire que comment est-ce qu'on travaille finalement l'intensivité, comment est-ce qu'on augmente l'intensité, comment est-ce qu'on pense la sobriété, non pas comme un moins, mais éventuellement comme un plus, avec cette idée d'enrichissement qui ne passe pas forcément, et d'infinité, d'infini, qu'on ne trouve pas forcément en extension, qu'on ne trouve pas forcément en multipliant les objets ou notre empreinte, mais qu'on va trouver en intention. Par exemple, dans le fait de relire un livre, eh bien, on va trouver à chaque fois des surcouches de sens, on va augmenter le plaisir de la lecture, etc., etc. Donc, comment est-ce que, sans forcément multiplier les livres à partir du même livre, donc comment est-ce qu'on peut penser des pratiques qui gagnent en intensité sans gagner en extension, on va dire ça comme ça. Donc ça, c'est un chantier effectivement qui nous semble très important, mais en réencastrant en même temps dans ce cadre-là la question, c'est pas du self-help, hein, c'est en réencastrant cette question de la sobriété au sens large, dans le cadre d'une économie générale de la sobriété où se pose la question des inégalités, etc. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a des populations qui doivent maintenant s'adonner à la suffisance intensive et d'autres qui peuvent continuer à prendre l'avion, le jet ou que sais-je, mais évidemment de poser ces questions globales d'inégalité, etc., si on veut penser correctement les enjeux de sobriété. Et donc, si on veut aussi rendre acceptables ces questions de fermeture, de démantèlement, premier élément pour répondre à cette question étant déjà de les démocratiser, c'est-à-dire de ne pas en faire des éléments purement technocratiques qui vont s'imposer aux populations, mais des démarches qu'elles vont pouvoir s'approprier elles-mêmes. Donc choisir aussi ce à quoi elles vont renoncer. Donc c'est de faire de ces
protocoles de renoncement qu'on met en place, des protocoles démocratiques, et pour avoir une pratique, une politique autour de ça qui soit démocratique. Étendre la démocratie à ces enjeux-là, finalement. Alors, quelle critique fait José Aloi du terme low-tech? Tout simplement le fait que le mot low-tech est un mot, l'expression low-tech est une expression qui n'est pas forcément toujours bien définie. On parle par exemple parfois d'informatique low-tech. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a pas d'informatique low-tech au sens propre du terme à partir du moment où des transistors font 10 atomes. On ne fera pas de transistors de 10 atomes de façon low-tech, ça n'existera pas. Par contre, on peut essayer d'alléger le poids de ces technologies, on peut essayer de les retravailler autrement, on peut essayer de les... par exemple, faire du web sans Internet, faire des choses comme ça. Enfin, il y a tout un ensemble de projets, moi je suis pas mal intéressé à ça, qui existent, qui sont très intéressants. La question qui se pose, c'est si l'appellation low-tech est toujours parfaitement adaptée. Et dans tous les cas, c'est une appellation qui ne couvre pas tous les éléments. Elle ne couvre pas la distinction entre technologie vivante et technologie zombie. On peut faire du low-tech zombie, on peut faire des voitures low-tech, même si ça pose plein de questions. En tout cas, dans ce que proposait Philippe Biwix, il y avait cette idée de faire des voitures très très allégées. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il faut avoir des technologies zombies low-tech? Alors ça peut être sur la trajectoire de l'atterrissage, ça peut être une mesure à prendre provisoirement, mais sans que ça résolve tous nos problèmes, évidemment. Donc, c'est plutôt l'idée de dire qu'il faut étendre, dans notre compréhension en tout cas du concept, pas s'interdire de penser avec d'autres concepts pour faire d'autres coupures, on va dire, dans cette technodiversité. Maintenant, le terme low-tech lui-même n'a pas qu'une valeur théorique. Il n'a pas d'ailleurs à embrasser toutes les postures intéressantes en matière de technologie et de technodiversité, et c'est très largement aujourd'hui un terme qui est sous-défini et qui permet par contre de mobiliser des communautés, de mobiliser des individus autour d'un même désir de se réapproprier les technologies, y compris de manière assez diverse. Donc c'est là où on a besoin de faire un peu de sociologie autour de ce terme-là, pas le traiter encore une fois uniquement comme un terme théorique, mais comme un terme qui mobilise beaucoup de personnes, beaucoup d'énergie, et derrière lequel, par contre, il ne faut pas s'étonner de trouver finalement des technologies conviviales d'un côté, des technologies vivantes de l'autre, de la technocritique par certains aspects, donc des choses assez hétérogènes et différentes. Donc il a une capacité de mobilisation tout à fait importante, mais il n'éponge pas à lui seul toute la réflexion qu'on peut avoir en matière de technologie. Voilà, je pense que c'est surtout ça. Oui, pardon, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui. Il y a beaucoup de substantifs qui accompagnent la tech. Et du coup, est-ce que quelque part, il y a un de vos designers qui aurait mis ça dans une présentation pédagogique pour qu'on comprenne comment les différentes techs que vous évoquez ce matin sont interconnectés, définis, reliés, parce que c'est assez complexe. Alors, c'est une vraie question. Moi, j'ai pas forcément fait ce travail-là. On a un étudiant qui travaille cette année sur il est en train de terminer de rédiger son mémoire là, sur les low-tech. Alors, plutôt justement sous l'angle de ce que font les low-tech et d'envisager les low-tech sous l'angle d'une possible démocratisation des technologies à l'échelle des territoires. Donc, comment est-ce qu'on mobilise justement, comment on refait de la politique autour des technologies via l'angle des low-tech. Et je pense qu'il y a un peu aussi une explicitation de ce terme et puis d'autres termes dans le travail qu'il va faire, mais ce n'est pas forcément l'angle premier. Je sais que j'ai vu passer un rapport, alors qui va paraître. Il y a plein de tentatives, vous avez sûrement vu ça il y a quelques temps, mais j'en ai vu passer d'autres depuis, de cartographier l'archipel des low-tech en France, cartographier un petit peu le domaine. Et moi, j'ai contribué comme expert consulté pour donner un peu son feedback, mais simplement un rapport qui a été rédigé au nom de l'ADEME
par un bureau d'études. Alors, j'ai plus le nom du rapport ni du bureau d'études, mais je pense que ça va sortir dans pas très très longtemps. Et dans ce rapport-là, ils ont fait justement en partie, alors il n'y a pas tout évidemment, mais ils ont fait un petit peu ce travail d'élucidation et de poser des techs effectivement alternatives, technologie conviviale qui vient d'Illich, etc., à côté du terme low-tech pour lui restituer aussi une forme d'historicité et l'inscrire dans une trajectoire de discussion, de pluralisation des technologies. Et effectivement, ça me semble tout à fait intéressant de redonner un petit peu d'épaisseur à ce terme-là, sans l'obliger, ce qui ne fonctionnerait pas d'ailleurs, à devoir finalement absorber toutes les réflexions critiques autour de la technologie aujourd'hui. Le terme low-tech n'est pas taillé pour ça. Par contre, effectivement, mobiliser ou remobiliser autour d'une interrogation sur les technologies, manifestement, il y contribue. Mais ça veut dire que derrière, on va redécouvrir aussi un certain nombre de conceptions, de technologies, ou en faire émerger d'autres qui sont nécessaires pour se réapproprier cette question, qui est effectivement une question centrale politiquement aujourd'hui, cette question des technologies. C'est un peu ce que j'ai dit dans ma présentation, mais soit on dit les technologies sont mauvaises et on revient à un mode de vie non civilisé, même s'il n'y a pas un équivalent entre technologie et civilisé, puisque même les populations non civilisées ont des technologies, mais il y a quand même ce rejet dans ces postures-là. Soit on se réapproprie cette question, quitte à faire d'ailleurs des technologies parfois un commun ou un commun négatif, en tout cas de certaines technologies un commun négatif, mais qui s'imposent à nous, et donc de repolitiser cette question. Donc oui, c'est un enjeu absolument majeur. La dynamique autour des low-tech contribue à poser cette question. Elle ne suffit pas, mais ce n'est pas forcément très grave, puisque voilà, on peut aussi se réapproprier ces alternatives. Donc il y a ce rapport auquel je peux renvoyer. Je pourrais vous retrouver la référence et éventuellement l'envoyer ensuite. Il n'est pas encore publié, hein, je pense, mais il va être publié a priori bientôt. Ouais, merci beaucoup. Je prends beaucoup la parole, pardon, sur des questions très sémantiques. J'interrogeais aussi, je ne sais pas si vous avez beaucoup prononcé le mot progrès, mais il me semble quand même, parce qu'on a parlé de l'innovation, mais on n'a pas creusé la notion de progrès. Comment vous manipulez justement cette notion-là? Comment on peut... Alors, c'est pas une notion que je manipule forcément beaucoup moi-même, alors notamment parce que c'est une notion qui a du plomb dans l'aile à cause de la notion d'innovation, hein, qui s'est très largement substituée à la notion de progrès. Et puis la notion de progrès, elle est quand même très très chargée, effectivement, historiquement, sémantiquement, idéologiquement, etc. etc. La notion d'innovation, donc la déplacer aujourd'hui et c'est beaucoup substitué à elle. Donc c'est vrai que c'est pas forcément une question que je pose telle quelle. La question que j'ai posée plus, qui évoque peut-être cet enjeu qui a été associé au progrès, c'est plutôt finalement la question de la justice sociale, justice environnementale. C'est-à-dire si on veut maintenir quelque chose aujourd'hui dans toutes ces réflexions qui soit de l'ordre entre guillemets du progrès, alors pas d'un progrès forcément au sens d'une comme on pouvait le voir avant, une augmentation du niveau de vie par une augmentation de l'empreinte de tout un chacun, mais plutôt cette question de maintenir à travers toutes les bifurcations qui vont intervenir demain, tous ces arbitrages voulus ou non voulus, arbitraires ou autoritaires ou démocratiques qui vont intervenir demain, justement une préoccupation, ça va être plutôt du côté des arbitrages démocratiques, une préoccupation pour des enjeux effectivement de justice sociale à côté des enjeux de justice environnementale, et notamment cette perspective de la sobriété, de repenser justement cette question des inégalités, parce que si les enjeux de sobriété ont un sens, et je rappelle que ces enjeux sont quand même posés dans un certain nombre de rapports aujourd'hui, même si un certain nombre de rapports, par exemple je pense le rapport de RTE où on pose qu'il y aura une réduction du budget énergétique de la France à l'échéance 2050 de 40% je crois. Même si ce qui est attendu, c'est une augmentation de l'efficacité énergétique, mais comme vraisemblablement elle ne sera pas atteinte, ça veut dire quand même derrière de la sobriété. Et il y a peut-être une duplicité dans ces rapports de faire passer la pilule aujourd'hui en parlant d'efficacité énergétique sans effet rebond, tout en maintenant finalement cet objectif de 40% qui ne sera atteignable que
part de la sobriété, mais ça c'est une autre question sur la manière dont ces rapports sont écrits et pour qui, pourquoi, comment, etc., etc. En tout cas, ces objectifs chiffrés vont rester. Donc comment est-ce qu'on arrive là? Ça c'est effectivement une question qui suppose justement, pour pouvoir être véritablement traité et acceptable, de mettre au centre des questions de justice. Donc peut-être qu'aujourd'hui, je parlerai effectivement plus volontiers de ces enjeux de justice sociale, environnementale, que de progrès proprement dit, du fait de la téléologie que ça induit, de la flèche du temps que ça induit, et de la conception qu'on a pu avoir du progrès justement comme un progrès matériel, avant peut-être d'être un progrès en termes de justice. Mais voilà, c'est une question très, très vaste que je ne peux pas forcément solutionner ici. Et je vois, il y a une question sur la décroissance. Effectivement, est-ce qu'il y a un lien avec la notion de décroissance? Alors, le mot décroissance, c'est un mot qu'on n'utilise pas beaucoup, assez rarement aussi parce que c'est un mot qui souvent est un mot un peu repoussoir pour certains, là où nous, on a un enjeu à embarquer justement les gens dans cette perspective de la fermeture, des arbitrages, du renoncement. Donc si on commence à le faire avec le mot décroissance, ça peut être un peu difficile. Paradoxalement, c'est plus facile de faire passer le renoncement et la fermeture peut-être que la décroissance, aussi parce que la décroissance est un programme politique. Et il faut pouvoir embarquer dans la question du renoncement et de la fermeture des gens qui n'adhèrent pas à ce programme politique. Si on ne fait des arbitrages qu'avec des gens assez peu nombreux aujourd'hui malgré tout, qui sont ceux qui se reconnaissent dans le programme politique de la décroissance, ça ne va pas marcher. Donc il y a un décalage ici, un changement de catégorie entre cette question de la fermeture, qui est une question finalement qui pose des enjeux politiques derrière des démocraties, etc., mais qui a aussi une dimension opérationnelle, une dimension technique, et qui répond à des besoins existants. Et on peut rencontrer des gens, des collectivités où on va trouver des besoins en matière de fermeture, désaffectation, d'atterrissage, etc., qu'on va traiter, sans forcément que ces gens-là s'inscrivent eux-mêmes dans le paradigme de la décroissance. Et qui reste un paradigme quand même très macro, très théorique, qui reste un programme politique. Et quand on demande concrètement aux décroissants comment est-ce qu'on fait pour appliquer ce programme, c'est pas forcément leur question. Je sais qu'il y a une star montante de la décroissance qui était en contact avec quelqu'un que je connais. La personne disait bon, mais concrètement, comment est-ce qu'on met ce programme à l'œuvre? Et lui disait mais c'est pas ma question en fait. Moi j'élabore ce programme global de la décroissance et puis après le comment, c'est pas ma question. Or le comment, on va dire que c'est notre question. C'est comment est-ce qu'on ferme, comment est-ce qu'on désaffecte, voilà, ça c'est vraiment notre question et c'est ce qu'on aborde justement à travers tous ces terrains. Donc là il y a une différence quand même très importante. Et puis dans certains courants de la décroissance, on a aussi un rapport, on va dire, un peu difficile justement aux enjeux de la technique. On a tellement insisté sur la technocritique, on a vidé finalement la technique de sa substance pour complètement la mettre à l'écart et la rejeter. Et après, le discours, évidemment, est un discours beaucoup plus difficile à articuler sur ces questions, parce qu'à partir du moment où on a liquidé la question de la technique, on n'a plus forcément grand-chose à dire sur des chantiers très concrets. Donc c'est ça aussi, je pense, c'est un opérateur très différenciant, le rapport à la technique. Comment gérez-vous vos commandes? Question de l'emploi par rapport aux fermetures. Alors c'est tout à fait une très bonne question. Je n'ai pas de réponse globale par rapport à ça, mais effectivement, dans les dépendances, il y a cette question justement des modèles économiques, des modèles d'affaires, et d'arriver à faire basculer les organisations ou les territoires vers d'autres modèles. Donc ça veut dire, alors ça peut vouloir dire parfois penser les choses à l'échelle de filières pour essayer de rendre ces filières vertueuses et que ce ne soit pas simplement une opposition entre des organisations qui mènent à un moins 10 ans finalement environnemental. Comment est-ce qu'on arrive à dépasser la perspective de l'organisation pour remonter au niveau de celle d'une filière? On peut arriver à faire travailler des gens qui ont des intérêts divergents, mais à rendre justement collectivement une filière plus vertueuse. Donc on a un travail qui a été effectué autour de ça. Je ne peux pas en parler encore là aujourd'hui, mais voilà, on a des étudiantes qui ont travaillé là-dessus. Ça peut être aussi de se poser la question de l'abandon, effectivement. Excusez-moi.
Désolé pour la pollution sonore de mon smartphone. Donc on a ces questions effectivement qui se posent. Si on abandonne un certain nombre d'activités pour des organisations, qu'est-ce qui va se passer au niveau de l'emploi? Et puis au-delà, en fait, c'est la bascule vers d'autres modèles d'affaires, d'autres manières de fonctionner, d'autres modèles de subsistance. Je pense notamment, j'avais une discussion avec quelqu'un il y a 2 ans dans le cadre de rencontres autour de l'économie territoriale, et lui disait, bon, mais en fait, il y a, je sais plus, un tiers, peut-être 40% des territoires français aujourd'hui qui sont des territoires en décroissance de fait, mais qui continuent à être administrés comme des territoires en croissance ou qui devraient être en croissance. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi un enjeu à changer de modèle, déjà à commencer pour ces territoires-là, mais peut-être pour d'autres, pour qu'ils ne soient pas toujours à la traîne, mais de basculer vers quelque chose de complètement différent. Donc il y a des questions qui se posent au niveau méso, au niveau des territoires, des organisations, mais ça pointe évidemment vers des questions beaucoup plus larges. Mais l'enjeu, c'est d'arriver justement à faire en sorte que des acteurs qui sont des territoires, qui sont des organisations, qui sont en fait confrontés à ces bifurcations que je mentionne ou à ces cessations d'activité, eh bien, fasse remonter le fait que la manière de fonctionner actuelle n'est pas tenable, ne sera pas tenable demain à plus forte raison, et qu'il faut donc des changements structurels. Donc c'est ça l'enjeu aussi. On le fait, on a notamment un projet en cours au Québec pour exporter la redirection écologique là-bas, et là-bas, les entrepreneurs doivent faire 15% de croissance par an, sinon ils ne savent pas gérer, ça ne marche plus. Aujourd'hui, ils n'arrivent pas à faire 15% par an. En plus, le Canada n'accueille plus d'immigrés, donc ils ne peuvent plus avoir de croissance derrière. Enfin, ça pose tout un ensemble de problèmes. Donc, ce que disent les autorités, c'est bon, il n'y a plus d'immigrés, mais basculer vers l'intelligence artificielle, ça va suppléer la main-d'œuvre. Et sauf que quand vous êtes une petite entreprise, basculer vers l'intelligence artificielle, ce sont des investissements sans forcément de retour. Donc, les gens ne s'en sortent plus. Et aujourd'hui, ils entendent le discours selon lequel il faut qu'ils arrêtent de croître pour pouvoir survivre et donc être dans peut-être une croissance stationnaire pour commencer. Donc, ça veut dire que ces changements-là de paradigme, y compris chez des acteurs qu'on ne soupçonnerait pas de les adopter, eh bien, sont des changements en cours sur lesquels il faut évidemment surfer au maximum pour pouvoir justement faire remonter d'autres perspectives et peser politiquement en disant, voilà, même des gens qui devraient être dans ces paradigmes-là ne peuvent plus fonctionner de cette manière, et donc il faut arriver à en proposer d'autres. Donc, je n'ai pas forcément de solution toute faite dans tous les domaines, mais ça fait partie évidemment des questions qu'on se pose très, très concrètement. Après, juste peut-être là-dessus, pour terminer, en tout cas, cette question de l'emploi, elle permet de faire aussi la distinction entre la bonne fermeture et la mauvaise fermeture. Alors, je ne vais pas vous faire le coup des inconnus avec le bon chasseur, le mauvais chasseur, ou le bon hard rocker et le mauvais hard rocker, mais parce qu'il y avait les deux dans les inconnus. Mais il y a quand même une différence à faire entre effectivement une fermeture, on va dire, néolibérale, alors c'est pas forcément le meilleur terme, ou capitalistique, qui vise à maximiser finalement le profit en délocalisant des emplois, ou voilà, que sais-je, et une fermeture qui, au contraire, est une fermeture qui a en vue le fait de causer le moins de dégâts possible, de prendre en charge justement ces questions, ce qui était le cas d'ailleurs en France il y a encore quelques années, où quand il y avait des fermetures, il y avait des dispositifs sociaux de recasement des personnes, etc., qui étaient mis en place, mais ça a été liquidé. Mais il y avait tout un savoir-faire qui était lié à ça, avant que ce soit des fermetures beaucoup plus brutales qu'elles ne le sont aujourd'hui, comme elles le sont aujourd'hui, pardon. Donc oui, il faut vraiment ici faire ce distinguo, montrer aussi que c'est une fermeture qui ne doit pas être imposée de l'extérieur, mais qu'il y a tout un enjeu aussi à faire en sorte qu'elle soit conduite aussi en partie par les personnes qui vont être affectées par cette fermeture et dans les conditions qu'elles vont pouvoir fixer. Ce qui a été fait notamment à Grenoble autour des piscines. Tout le monde aime les piscines municipales, en particulier à Grenoble l'été, parce qu'il fait très chaud, c'est une cuvette, enfin voilà, tout le monde le sait. Et donc, voilà, il y a des vrais attachements à ces infrastructures-là, et pour autant, il y a un processus démocratique qui peut se mettre en place pour envisager justement des fermetures, des réaffectations, et parfois vers autre chose que des piscines. Ça peut être vers des lieux de nature
qui vont pouvoir finalement offrir le même service que ces piscines municipales, mais sans l'infrastructure qui va avec, et qui est souvent une infrastructure qui ne dure pas très très longtemps. Une piscine municipale, c'est 30 ou 40 ans, ce qui est évidemment pas très très long. Donc on peut aussi penser les fonctions que remplissent ces infrastructures pour les réinvestir ailleurs. Il y a un petit peu quelque chose de l'ordre de la suffisance intensive ici, c'est-à-dire garder ces fonctions, garder cette intensité qui est produite, cette expérience qui est produite par ces infrastructures, mais non pas en l'associant justement à des infrastructures matérielles dédiées, mais peut-être à d'autres usages du monde, de l'environnement, etc., etc. Donc ça fait partie effectivement de nos réflexions. Aussi une réflexion que je mène actuellement sur le numérique. Comment est-ce qu'on garde un certain nombre des fonctions, des propriétés qui sont celles du monde numérique pour les réinvestir ailleurs, parce que ce monde numérique-là n'est pas forcément viable et durable. C'est un vrai défi à penser. Merci beaucoup, Alexandre, pour votre présentation et ces éclairages. Il est 10h30, donc à moins qu'il y ait des questions de dernière minute, on peut vous libérer. Merci beaucoup, merci infiniment pour votre invitation. Et puis s'il y a il y avait des questions, je crois, concernant les livres, la bibliographie, n'hésitez pas peut-être à éventuellement me faire un